À la une, la date est historique. La Martinique devient le premier pays francophone à intégrer l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est. La cérémonie d'adhésion se tient en ce moment même à l'hôtel Batelière où s'est ouvert le 60e sommet de l'OECS. Suite du procès aux assises de 5 Martiniquais accusés de séquestration et de torture ayant entraîné la mort. À la barre, les prévenus se sont contredits sur leur version des faits. Le club colonial et le RC Rivière Pilote se sont quittés sur un score nul, 2-2 hier soir. La première demi-finale du trophée Mutuel Margaillard s'est disputée dans un stade Pierre-Aliquer. Clairsemé, nous y étions. Des fruits du jardin créole à la représentation du Cosmos. Cette année encore, les centres de loisirs de Fort-de-France ont rivalisé d'imagination à l'occasion du traditionnel concours de travestis. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Avant de revenir en images sur l'adhésion historique ce soir de la Martinique à l'OECS, direction d'abord la cour d'assises de Fort-de-France. Qui a fait quoi ce 11 février 2012 dans ce cabanon du Robert où 2 Saint-Luciens ont été séquestrés et violemment torturés? À la barre aujourd'hui, les 5 accusés ont tenté de minimiser leur implication respective. Isabelle Ferrière. Ils sont 5 et se succèdent à la barre pour exposer leur version des faits. L'un des 2 frères accusés d'enlèvement, de séquestration et d'actes de barbarie prétend ne pas se rappeler précisément de cette journée du 11 février 2012. Qui détenait l'arme du crime, le nombre de coups portés aux victimes, ou encore qui a attaché le défunt, le laissant se vider de son sang. La présidente de la Cour ne manque pas de les confronter aux aberrations de leur récit et à leurs propres contradictions. Pourquoi, alors qu'ils doutaient de l'honnêteté des Saint-Luciens, les frères Labéjoff les ont-ils hébergés pendant plusieurs mois? Pourquoi prétendent nettoyer les plaies de leurs victimes avec de l'essence? Et comment n'ont-ils pas envisagé la mort possible de leurs victimes au vu de la quantité de sang perdu? À plusieurs reprises, le tribunal interpelle les 5 hommes sur la barbarie de leurs actes, mais même face aux photographies des blessures et du corps sans vie d'Alphus Sandiford, ces derniers restent impassibles. Ils ne retiennent que la trahison des Saint-Luciens, sans jamais mentionner un regret. Entre les incohérences dans les propos, les contradictions dans les déclarations et les souvenirs souvent évasifs, il n'est pas facile d'y voir clair dans cette affaire. Le Saint-Lucien, seul rescapé de cette terrible journée, n'assiste pas à l'audience. Son témoignage aurait pourtant bien pu être déterminant dans la recherche de la vérité. Et vous le savez, l'une des victimes a succombé à ses blessures. Sa mère est présente à l'audience depuis lundi. Son témoignage recueilli par Isabelle Ferrière. Je ne pour faire toute méchanceté ça, puis pendant là, il fait top méchanceté, il m'a eu 17 ans bête, et qu'il a quitté là. Si mon père vient porter sous, il a quitté en maison. La peine de maman, c'est la peine de nous toute maman. Maman pas faire chier, fait ça, il pas pour faire, c'est maman qui fait bail pas quoi, c'est pas maman qui a fait. Mais quand il dit que moi 3 ans et mort, moi perdu, mais j'ai oublié. Mais maman pas savoir combien de temps il a eu dans prison, mais moi perdu moi. Et on rappelle que le verdict est attendu vendredi dans ce dossier. Et puis, dans l'affaire de diffamation opposant les anciens dirigeants du laboratoire de recherche Ceregmia au journal Mediapart, les juges ont décidé l'annulation de la procédure, comme l'avait réclamé l'avocat du quotidien en ligne. Le 5 janvier dernier, maître Emmanuel Torgeman avait plaidé la nullité, considérant que les délais de citation en diffamation n'ont pas été respectés. Le tribunal lui donne raison pour cette fois, mais l'avocat des plaignants, maître Philippe Edmond Mariette, a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel de ce jugement. Près de 300 officiels sont réunis depuis la fin d'après-midi au salon Laffitte de l'hôtel Batelière à Schellcher pour assister à une cérémonie historique, l'adhésion de la Martinique à l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est. Notre île devient le 10e membre de l'OECS, le 3e au statut de membre associé, mais surtout la première région francophone à rejoindre l'organisation, l'aboutissement de longues années de tractations et de négociations menées par la région Martinique avec le soutien de la diplomatie française. On retrouve sur place Céline Chalonneau. Bonsoir Céline, c'est une page décisive de la coopération régionale qui est en train de s'écrire sous vos yeux ce soir. En effet, Kathleen, le moment ce soir est historique, car grâce à cette signature, la Martinique est officiellement membre de l'OECS, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Présent ce soir aux côtés du président de région, Serge Letchimy, la présidente du Conseil général, Josette Manin. On a aussi aperçu la présidente du CMT et différentes figures politiques du paysage martiniquais.
À l'image des pays européens, les plus petites îles de la Caraïbe ont choisi de se regrouper au sein d'une même organisation régionale. Leur objectif, mieux faire face aux défis économiques, sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils étaient à peu près 7 présidents avec leur délégation à avoir fait le déplacement, ainsi que certains médias et journalistes caribéens. Non seulement pour assister à cette signature historique, on le rappelle, mais aussi pour marquer l'ouverture du 60e sommet de l'OECS organisé par la Martinique, qui sera présidé par Roosevelt Skerrit, Premier ministre de la Domitie, mais aussi président de l'OECS. C'est son 3e mandat. Ici, à l'hôtel Batelière, les petits plats ont été servis dans les grands pour marquer dignement ce mercredi 4 février 2015. Merci à Céline Chalonneau qui est présente pour nous ce soir à l'hôtel La Batelière. La Martinique qui est déjà membre, vous le savez, de 2 autres organisations régionales, l'Association des États de la Caraïbe, l'AEC, et puis depuis août 2012, la CEPALC, Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes. La directrice du bureau Caraïbes de la CEPALC est présente pour ce 60e sommet. Hier, elle était invitée à intervenir lors de la séance plénière du Conseil régional. Aujourd'hui, l'occasion pour Diane Quarles de faire le point sur les dossiers de coopération en cours avec la Martinique. Isabelle Ferrière l'a interrogée. Le projet a pour but d'assurer des financements concrets pour développer des énergies renouvelables efficaces en Martinique. C'est un projet mené avec la Dominique et Sainte-Lucie, un projet qui réunit 3 îles de la Caraïbe. C'est un projet pilote en Martinique, un projet qui utilise les ressources de l'océan pour produire de l'énergie. Ce projet serait profitable à toute la Caraïbe, car notre ressource principale, c'est justement l'océan. De la Caraïbe à l'Europe, en même temps que la Martinique accueille le sommet de l'OECS, la Guadeloupe, elle, reçoit la 20e conférence des présidents des régions ultra-périphériques. Les délégations des RUP sont arrivées dans l'île Sœur en fin d'après-midi, ainsi que plusieurs représentants des instances européennes. Les travaux débutent demain et jusqu'à vendredi. Voyez ces premières réactions recueillies par Linda Kayarsi. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici, je suis très heureuse d'être avec Monsieur le Président dans cette région merveilleuse où je n'avais jamais été jusqu'à présent, sur un sujet extrêmement important qui sont les régions ultra-périphériques. Je pense que c'est un aspect, moi qui suis maintenant depuis quelques mois en charge des aspects régionaux, je porte une attention particulière aux régions ultra-périphériques qui doivent absorber et prendre en compte les budgets qui leur sont attribués. Et je suis persuadée que ces conférences vont être une très bonne opportunité pour y réfléchir ensemble. Je suis donc particulièrement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. La Guadeloupe qui préside donc cette conférence des présidents des RUP et qui donc passera la main vendredi. La SARA réagit après que l'État a décidé ce lundi d'assigner la raffinerie en référé pour ne pas avoir fourni les documents désormais exigés par la loi Lurel pour plus de transparence dans le calcul du prix des carburants. Par voie de communiqué, la direction de la raffinerie des Antilles affirme ne pas vouloir entrer dans la polémique ni donner trop d'importance à certains propos, fin de citation, estimant que ces questions gagnent à être réglées autour d'une table de travail. La SARA rappelle qu'elle reste le premier investisseur industriel des DFA avec 20 millions d'euros investis par an et plus de 600 emplois directs et indirects, outre le retard dans la transmission des documents. Ce qui a mis, si l'on peut dire, le feu au baril, ce sont les mots tenus par Victorin Lurel. Vous venez de le voir à l'image, l'ancien ministre dénonce les pressions des pétroliers auxquelles, selon lui, l'État doit résister. Voyez sa réaction recueillie par Linda Kayarsi. Donc il y a 3 types de pressions faites sur l'État. Premièrement, revaloriser leurs marges. Qui la SARA? Qui les grossistes? Qui les stations services, c'est-à-dire les détaillants. Deuxième pression, l'État a refusé en disant les conditions du marché ne permettent pas, n'autorisent pas des augmentations. Au contraire, il faudrait baisser, et baisser davantage si vous fournissez toutes les pièces en transparence. Deuxième pression, c'est de dire on ne veut pas du décret Lurel parce que Lurel ne nous paye plus les stocks stratégiques. Mais l'État n'a pas à payer les stocks stratégiques. C'est une escroquerie que de dire ça aux gens. J'ai le sentiment que l'État résiste, et c'est très bien. L'État donc a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France pour obliger la SARA à fournir tous les documents, les bons documents, et dans les délais
suffisant pour permettre une instruction et pour permettre au préfet de prendre son décret, mais avant de consulter l'observatoire des prix, ce qui est un peu difficile lorsqu'ils fournissent au dernier moment. Restez avec nous dans ce journal. Nous irons tout à l'heure au cimetière du Diamant où une veillée poétique était organisée en mémoire des 4 ans de la disparition d'Édouard Glissant. Nous prendrons ensuite dans le JT des communes la direction du pavillon Bougenot qui consacre un rayon tout particulier aux livres en braille et aux documents sonores destinés aux lecteurs déficients visuels. Mais d'abord, elles font partie intégrante de la tradition du carnaval. Les soirées costumées privées battent déjà leur plein depuis plusieurs week-ends et elles seront de plus en plus nombreuses à l'approche des jours gras. Quelle sécurité pour encadrer ces moments festifs qui drainent parfois des milliers de personnes. La législation est de plus en plus stricte, mais les organisateurs défendent leur droit à égayer les nuits martiniquaises. Élodie Toto, Julien Goudichaud. Des soirées déguisées, animées, alcoolisées, mais aussi des soirées qui parfois finissent mal. C'était le cas il y a une dizaine de jours à la ferme Périne. 2 pompiers blessés, un bilan qui a poussé la préfecture à réagir. Je disais qu'il y avait un appel à la responsabilité, il doit déclarer sa manifestation à la commune et à la préfecture si plus de 1500 personnes sont reçues. Et s'il ne respecte pas ces différentes mesures de précaution pour assurer la sécurité de tous les participants, c'est un risque juridique qu'il prend en cas de difficulté. Pour les agents de sécurité, ces mesures prises par la préfecture sont de la poudre aux yeux. Pour le moment, ce qui règne, c'est l'inquiétude par rapport au respect des textes. Et nous voulons très fortement dire aux employeurs et également au service de l'État, c'est quand même très important, qu'il faut prendre l'engagement de se mettre autour d'une table pour discuter de la situation, pour prendre des engagements précis, pour faire cesser le travail au noir, pour faire cesser les sous-traitances abusives. Mirella Chantalou organise des soirées qui peuvent attirer jusqu'à 800 personnes. Pour elle, la sécurité a toujours été une priorité. On ne s'improvise pas du jour au lendemain comme ça pour mettre en place une soirée, puisque ça demande de mettre en place des ratios financiers pour s'en sortir. Et l'un des postes qui a pris le plus d'ampleur récemment, c'est celui de la sécurité, compte tenu du contexte. J'ai gardé la même organisation que j'ai toujours eue, c'est-à-dire la collaboration totale entre les forces de l'ordre, les forces de l'ordre nationales et les vigiles qui sont du relève de la sécurité privée. C'est toujours un choix que j'ai fait de conjuguer les deux. En 10 ans, pour faire face à la délinquance grandissante, elle a dû tripler ses effectifs. Des mesures qu'elle prendra aussi pour le carnaval. Eux ont célébré avec sobriété et recueillement le 4e anniversaire de la disparition d'un monument de la poésie mondiale. Une vingtaine de parents, d'amis, de lecteurs d'Édouard Glissant se sont rassemblés hier soir autour de sa sépulture au cœur du cimetière du Diamant. Un moment de communion et de souvenirs partagés autour du penseur du tout monde. Le reportage de Marc-Olivier Dream. Ok. Regardez là. Les champs brûlent leur voix rêche, brûlent leur toit. J'ai cru mon temps barré de roches de rivières. Édouard Glissant aimait sa terre, il aimait aussi son peuple. Et si en premier abord beaucoup lui trouvent une écriture pas toujours accessible, l'homme de lettres était soucieux de transmettre pour éduquer. Il m'a toujours dit, surtout ne confisque pas la connaissance. Quand tu sais, tu dis. Mais tu ne dis pas n'importe quoi. Si tu es sûr, tu dis. Ne confisque pas la connaissance. Aimé Césaire et Édouard Glissant ont été parmi mes interprètes les plus importants de la Martinique. Ce sont eux qui m'ont permis de comprendre les lieux. Comprendre aussi cette empreinte qu'il avait choisie pour Sceaux. Le major sortait, le taureau sortait, vous voyez les cornes. Désormais, elle fait partie de son histoire. Aujourd'hui, Glissant est connu de par le monde et ses écrits sont traduits dans beaucoup de langues. Une traduction difficile qui nécessite de mieux connaître l'artiste. La première fois que je viens à la Martinique, pour le Brésil, il est fondamental pour qu'on comprenne notre identité culturelle. Pourquoi ?
parce que nous avons connu l'esclavage, le trafic, donc la colonisation. La tombe de l'universitaire fait converger de nombreux étrangers. Américains et Africains sont les plus nombreux à le visiter dans sa commune fétiche. Quelques années après son départ, ses proches n'ont pas oublié ces moments intimistes. Édouard aimait beaucoup les soirées où on lisait des poèmes dans toutes les langues possibles. Il aimait entendre les langues étrangères, il aimait entendre le créole, mais il aimait aussi le mélange des langues autour de la poésie. Donc nous allons essayer comme ça, très simplement aussi, sans formalisation, de nous rassembler et de lire des poèmes en son honneur. Un rendez-vous qui devrait se conclure autour d'un bon manger, car lui aussi appréciait cela. Édouard Glissant, qui est l'une des références littéraires de notre invité, un homme que vous connaissez bien. Il a été recteur de l'Académie Martinique pendant 4 ans, un séjour antillais parfois houleux qui lui a inspiré un livre. L'esclavage est-il sans fin vient de paraître aux éditions L'Harmattan et son auteur est avec nous, André Siganos. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir présenter cet ouvrage sur le plateau d'ATV. Je me souviens vous avoir reçu à votre arrivée à la tête de l'Académie Martinique et vous avoir interrogé sur vos références antillaises. Et vous aviez cité d'emblée Édouard Glissant. Sa pensée continue de vous inspirer? Bien sûr, Glissant, d'abord je le connaissais bien avant de venir ici. Et depuis, je n'ai cessé de le lire et de le relire. Je me suis beaucoup servi d'ailleurs de sa pensée pour écrire ce petit ouvrage, dans la mesure où sa pensée, non seulement est d'une grande modernité, mais est particulièrement pénétrante pour le sujet qui m'occupait, à savoir le poids de l'histoire, la prise en charge de cette histoire collectivement, le partage d'une mémoire et la découverte d'une identité. L'esclavage est-il sans fin? Le titre de votre livre sonnera forcément pour certains comme une provocation. Vous l'avez choisi volontairement? Oui, tout à fait. Dans la mesure où, d'une part, c'est un titre qui peut renvoyer à une problématique totalement internationale, qui malheureusement aujourd'hui trouve une réponse évidemment négative. L'esclavage est sans fin, et nous en voyons tous les jours des illustrations absolument tragiques. Mais cela voulait être, comment dirais-je, un tout petit peu impertinent et un peu ironique par rapport à ce qu'on peut vivre en terre martiniquaise, parfois avec souffrance, non pas lorsqu'on est autre que martiniquais, mais même si l'on est martiniquais, dans la mesure où il y a une histoire terrible qui s'est produite ici pendant des siècles. Il faut savoir la prendre en charge, il faut prendre des distances avec elle, et il faut en même temps se l'approprier parce qu'elle est constitutive de l'identité martiniquaise. Et je vous avoue que je me sens un tout petit peu, très humblement, mais un tout petit peu martiniquais de ce point de vue-là. Alors, votre expérience antillaise, martiniquaise a été parfois houleuse, parfois même douloureuse. Vous avez été recteur de l'Académie pendant 4 ans et vous avez été au cœur de certaines polémiques. On ne va pas revenir dessus, mais certains vous avez jugé en tout cas autoritaire, méprisant, raciste à l'égard des Martiniquais. Vous aviez beaucoup souffert de ça à l'époque. Est-ce que ce livre est une réponse a posteriori, la réponse du berger à la bergère? Oh, surtout pas. Surtout pas. Si vous voulez, je crois que ce livre a été écrit exactement comme j'ai toujours été. Un livre entier, un livre franc, un livre sincère, et un livre qui se veut, comment dirais-je, tout de sympathie et même d'empathie. Je ne dis pas que je veux être un avocat de la cause noire, parce que, bon, pour qui me prendrais-je? Ni un avocat même de la Martinique, pour qui me prendrais-je? Mais néanmoins, j'ai trop aimé cette terre, j'ai trop aimé cette population, pour ne pas me poser des questions sur ce qui coinçait, ce qui faisait que nous avions affaire à une société bloquée de façon sociétale. Et je crois que c'est véritablement l'histoire de l'esclavage qui pétrifie un certain nombre de choses parce qu'on n'arrive pas à la partager. Et il faut pourtant qu'on la partage. En conclusion de cet ouvrage, et je vais vous citer, vous écrivez l'histoire, donc en l'occurrence l'histoire de l'esclavage, et dans toutes les bouches, comme si elle venait de se produire hier, comme si une sorte de plaisir masochiste devait conduire à évoquer quotidiennement une violence qu'il faut continuer de s'exercer sur soi-même, comme s'il fallait prendre jouissance à sentir cette chape de plomb historique qui pèserait définitivement sur ses épaules et qu'il faut absolument transmettre de génération en génération. Vous dites aux Martiniquais qu'il est temps, enfin en tout cas c'est ce qu'on peut lire entre les lignes, qu'il faut passer à autre chose, cesser de ressasser cette histoire.
Alors, vous allez répondre. Alors, votre titre est provocateur. Je vais vous poser une question qui est volontairement provocatrice aussi, oui, mais qui se pose. Est-ce que vous auriez pu écrire, par exemple, dans un siècle, un livre intitulé « La Shoah est-elle sans fin ?» à ce moment où il y a des interrogations sur la hiérarchisation des mémoires? Est-ce que vous auriez pu tenir ce même discours concernant une autre mémoire qui est celle de la Shoah? Je ne vois pas en quoi il peut y avoir une hiérarchisation des mémoires. De la même façon que, si vous voulez, cette histoire de l'esclavage à laquelle nous faisons référence est une histoire incomplète. Et je plaide dans ce petit ouvrage pour une histoire complète, c'est-à-dire pour que chacun prenne ses responsabilités, les Européens comme les Africains, comme les Arabes. Et ce sur quoi je plaide aussi et surtout beaucoup, c'est pour que cette pluralité constitutive de la société martiniquaise devienne une richesse et non pas un frein. Donc, si vous voulez, pour répondre directement à votre question, bien sûr qu'on peut toujours poser des questions ironiques, mais il faut répondre toujours très sérieusement ensuite. Et ce que j'ai essayé de faire par-delà un titre, un peu voulu aussi pour des raisons éditoriales, il ne faut pas se le cacher, un titre doit accrocher, doit faire se poser une question, doit éventuellement avoir l'air un peu polémique. Il faut qu'ensuite, si vous voulez, on puisse écrire quelque chose d'extrêmement équilibré, aussi impartial que possible, avec une égale distance entre les tenants et les aboutissants, entre les divers acteurs. C'est un exercice très difficile que j'ai essayé très humblement. Je ne prétends pas du tout avoir apporté de réponse définitive sur quoi que ce soit. Mais la seule chose pour laquelle je plaide, c'est de pouvoir m'interroger avec vous, avec les Martiniquais, et en me comptant, si j'ose dire un peu parmi eux, sur le devenir de ce territoire, que j'espère un devenir très positif. Merci André Cigano. C'est pour tous ceux que ce livre intéresse et je pense qu'ils sont très nombreux ici. Vous êtes en séance de dédicace ce samedi 7 février, 10h à la salle Frantz Fanon de l'Atrium à l'invitation de l'association Tous Créoles. Donc tous ceux qui souhaitent échanger avec vous pourront vous retrouver à ce moment-là. Absolument. Merci d'avoir répondu à nos questions sans détour. Beaucoup. Un mot maintenant de l'actualité sportive avec la première demi-finale de la Ligue Anti-Foot, trophée Mutuelle Margaillard. Elle se disputait hier soir, un duel Club Colonial RC Rivière-Pilote qui s'est soldé par un nul de partout dans un stade Pierre Aliquer plutôt clairsemé. Stéphane Lupon, Michelet François. Entre un public quasi inexistant et deux formations très moyennes, nous étions à deux doigts de nous endormir lors de cette première demi-finale du trophée Mutuelle Margaillard. Et pourtant, dès la 3e minute, Daclina, pour le compte du RC Rivière-Pilote, profite d'une sortie approximative de Vermignon pour ouvrir la marque. Dès lors, les Pilotins se regroupent en défense, laissant l'initiative du jeu à des clubistes peu inspirés. Pourtant, ce sont ces derniers qui sont tout près de revenir au score sur un contre rondement mené par Selaï et Pignet, mais Sully, au prix d'un arrêt réflexe, repousse la tentative d'Angély. À l'entame du second temps, Pignet et Angély tentent bien de sonner l'heure de la révolte côté clubiste, mais le premier sur une tête et le second sur un coup franc ne parviennent pas à trouver le cadre ou à tromper la vigilance de Sully. C'est alors que la rencontre va basculer. Sur cette faute peu évidente, l'arbitre accorde un coup franc au Fouillalais qu'Anthony Angély convertit en but. Cela fait un but partout. Moins de 10 minutes plus tard, c'est une fois de plus 2 des 3 arbitres qui vont offrir l'avantage aux noirs et blancs. Sur ce mauvais dégagement de la défense pilotine, la balle heurte le montant de Sully avant de retomber sur la ligne, mais l'arbitre et son assistant accordent un but. Le club colonial mène 2-1. Dans la foulée, ils sont tout près d'aggraver la marque suite à ce beau travail d'Angély, mais Sully est à la parade. Sur le dégagement, les Pilotins qui sont alors malmenés physiquement obtiennent un corner. Il est botté par Guillaubi et repris par Courteau qui permet aux Pilotins du Sud de repartir avec les points du match nul. On est tombé sur une bonne équipe du club colonial, comme d'habitude, avec un fond de jeu intéressant. Mais voilà, le Racing, c'est une équipe qui a une âme, vraiment. Et une équipe où vraiment il y a beaucoup de solidarité. Je pense que c'est ce qui a fait la différence. Les clubistes, quant à eux, sont passés tout près de la correction, mais ils ne sont pas plus inquiets que cela et visent encore la finale. Chaque fois qu'on entame une compétition, c'est pour la gagner. Donc on va essayer de monter à Rivière-Pilote pour la gagner. Chaque match, dès qu'on commence une partie, c'est pour la gagner. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'imposer. On a déjà gagné à Rivière-Pilote cette saison au championnat. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne fasse pas un résultat en camé. Plus qu'un match pour l'une et l'autre de ces deux formations pour tenter de se qualifier. Il aura lieu à Rivière-Pilote et ce sera le mardi 24 février. Restez avec nous, l'actualité continue dans vos communes et vos quartiers.
À 2 semaines des jours gras, Fort-de-France vit déjà au rythme du carnaval. Après l'élection des reines et mini-reines le week-end dernier, ce matin, le Grand Carbet du Parc Aimé-Césaire a accueilli le traditionnel concours de travestis des centres de loisirs. Une vingtaine de candidats se sont prêtés au jeu, sous l'œil admiratif de leurs camarades et de leurs parents. Julien Goudichaud et Elodie Toto n'ont rien perdu du spectacle. Regardez. Salle comble, l'ambiance bat son plein. Tous attendent avec impatience l'entrée du premier travesti qui ouvrira le bal. Dans les loges, les candidats s'affairent aux derniers préparatifs. Un travail d'orfèvre, fruit de longues heures de labeur collectif. Le résultat est à la hauteur des espérances. 5 à 6 heures par jour à travailler sur ce costume. Ce qui me motive, c'est de voir que les enfants ils sont heureux et qu'on présente une sensation au départ. Montrer qu'avec les moyens qu'on a, on peut monter des beaux costumes. Et on a une équipe qui est magnifique, qui est très belle et très enrichissante, fait qu'on a pu fusionner toutes nos équipes, toutes nos idées pour pouvoir monter ce costume-là. Nullement impressionnés, ils vont et viennent avec aisance au rythme de la musique. Sur scène, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Un défilé de pros qui épate les plus jeunes et émerveille les parents. Et déjà, les premières impressions recueillies à chaud. C'était bien, j'étais à l'aise. Non, c'est la tati qui l'a fait. Comment tu le trouves? Je le trouve joli. Le plus dur maintenant, départager les candidats. Des critères de jugement qui ne s'appuient pas seulement sur l'apparence. Ici, la transmission de valeurs et de traditions tient une place primordiale. Il y a la créativité, il y a la présentation, il y a sur la musique. Donc à la fin, on verra, hein, c'est au plus beau costume, à la bonne présentation. Voilà, la ville investit beaucoup et fait pour les enfants doivent participer à tout ce qui est de nos traditions. Il faut faire quand même connaître aux enfants les différentes activités de chez nous, aussi bien que le Belay, aussi bien sûr Noël, ça fait partie de nous, de chez nous ça. Tous vainqueurs, les 23 petits travestis défileront ensemble ce samedi dans les rues de Fort-de-France. Quelques informations pratiques en bref. D'abord à Ducos, quartier Morne-Vert, plus exactement l'allée des Jacinthes. La circulation sera alternée jusqu'au 20 février de 8h à 13h en raison de l'installation d'un câble électrique en vue d'un raccordement EDF. Et puisqu'on parle d'EDF justement, des coupures sont à prévoir demain dans plusieurs communes, notamment au François de 7h à midi dans les quartiers Jardin, Benettle et Boutique Benettle, au Vauclin dans de très nombreux quartiers du Vauclin de 9h à 11h, vous le voyez sur votre écran, et puis également aux Trois-Îlets de 8h à 15h30. Séance de lecture maintenant dans le JT des communes, mais avec des livres qu'on lit non pas avec les yeux, mais avec les doigts et les oreilles. À Fort-de-France, à 2 pas de la bibliothèque Schellcher, le pavillon Bougenot consacre tout un espace aux lecteurs déficients visuels, des passionnés grands et petits. Regardez. Depuis 1844, l'écriture braille est universellement utilisée par les aveugles. Ici, nous avons ce qui s'appelle un centre de ressources au pavillon Bougenot, qui présente notamment des ouvrages de la bibliothèque sonore pour aveugles et malvoyants. Par exemple, là, je tiens en main un livre sur Aimé Césaire, cahier de retour au pays natal. Il se présente sous forme de CD-ROM. Là, Marc Lévy avec bien sûr l'écriture braille. À l'intérieur, un groupe d'enfants qui suit une séance de lecture. Aujourd'hui, je vais vous lire le livre Alberta la poule. Pour ces enfants, la lecture est devenue une véritable détente. Ces jeunes déficients visuels font aussi l'apprentissage du braille. Vous allez toucher. Là, vous avez le braille. Et ici, vous avez les images. Ce sont des images tactiles. Des images à toucher. Voilà donc à quoi ressemble un atelier de lecture à l'espace déficient visuel. Sur place, on peut trouver divers documents adaptés, livres en gros caractères, en braille, disques compacts. Objectif, favoriser l'intégration de ces personnes. On peut s'intégrer dans la lecture par d'autres moyens, même si on ne voit pas les livres. C'est-à-dire de façon sonore ou bien avec la lecture braille.
Dans la salle d'à côté, la séance de lecture est animée. Le jeune public pose des questions et va jusqu'à mimer certains personnages. Sur le chemin, Albert la poule rencontre un chien. Bonjour chien. C'est la lecture d'un livre tactile et les enfants écoutent et tout en écoutant, ils peuvent aussi toucher le livre parce qu'il faut qu'ils se fassent des représentations mentales de ce que je leur lis. Très habile, cette manière de pouvoir intéresser des enfants déficients visuels à la lecture. Depuis l'avènement du braille, des progrès considérables ont été accomplis. De plus, l'association Biblisonac permet d'élargir les collections par des textes d'auteurs antillais. Fin de la séance, tout le monde est heureux, c'est l'heure de la détente pour certains et rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. C'est la fin de votre journal local, régional et des communes. Restez avec nous dans une poignée de secondes. Vous avez la parole dans GPIA.